sommes bien sûr sur votre émission 100% Bénin. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de nous rejoindre. Bonjour et bienvenue. Chaque jour avec son lot d'événements, avec la casquette de maire à l'ère du régime du nouveau départ. Dormir d'un sommeil profond, paraît-il, ne serait plus du tout aisé. Même sous somnifère, on reste généralement sur le qui-vive, ironise certaines indiscrétions. Destitution tous azimuts, révocation, la loi des séries se poursuit sur fond d'audit à plusieurs facettes. Si deux des trois maires de ville à statut particulier, Parakou, Cotonou, y ont déjà laissé leur fauteuil, le seul encore au poste au niveau de la ville de Porto-Novo n'est visiblement pas à l'abri du même sort. Libéré provisoirement après avoir payé 20 millions de caution pour de graves irrégularités, Emmanuel Zossou, puisque c'est de lui qu'il est question, a toujours de quoi se mettre matel en tête. En fin de semaine écoulée, l'autorité préfectorale a opposé une fin de non-recevoir à son rapport financier pour le compte de l'année 2016. Alors, le boulevard, désormais grand ouvert pour la destitution, voire la révocation du maire de la ville capitale. Quelles conséquences ce nouveau développement du dossier de malversation peut-il bien avoir, peut-il plutôt bien avoir au niveau de la ville et ses démembrements? Le débat, c'est dans un instant autour du thème rejet du compte administratif 2016 de la mairie de Porto-Novo. Au-delà de l'autorité communale, un camouflet pour le PRD. Pour en débattre, mesdames, messieurs, nous recevons pour vous deux invités. Franck Kenevo, journaliste et directeur de publication du municipal. Il est expert en décentralisation. Franck Kenevo, bonjour. Bonjour, Joël Yetendu. Merci pour la disponibilité. Je vous en prie, c'est un plaisir. Le plaisir est partagé. En face de lui, Hilaire Kofidja, juriste, il est analyste politique. Hilaire Kofidja, bonjour. Bonjour, journaliste. Merci bonjour, aussi pour la disponibilité. À l'ami qui nous suit toujours de Paris, Béanzin Habib, toujours de Paris, il nous suit très bien. Heureux de savoir que, contre des admirateurs de part et d'autre, vous l'avez suivi, vendredi aura été un vendredi noir de plus à ce qu'il paraît pour Emmanuel Zossou, qui pensait se tirer d'affaire. Maintenant, le compte administratif de la mairie a purement et simplement été rejeté par l'autorité préfectorale. Franck Kenevo, vous avez suivi cette actualité qui a d'ailleurs retenu depuis le début l'attention de la rédaction du municipal. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Encore un nouveau coup dur pour la décentralisation? Non, je crois que la première chose qu'il faut faire observer, c'est que je suis très surpris, très étonné que le compte administratif de la ville de Porto-Novo ait pu faire l'objet d'examen, alors que ce compte-là n'a pas été envoyé comme l'a prévu la loi. Je suis surpris qu'il y ait pu avoir une séance autour du compte administratif sans le compte de gestion. En principe, tel que l'article 53 de la loi 98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des collectivités territoriales au Bénin l'indique, le maire n'a même pas le droit d'envoyer le compte administratif sans le compte de gestion. Vous savez, à la fin de chaque exercice, la loi fait obligation aussi bien au maire qu'au receveur percepteur, qui est le comptable public de la commune, d'envoyer un compte administratif pour le maire en tant qu'ordonnateur et un compte de gestion pour le comptable. Et ces deux comptes-là sont transmis ensemble à l'autorité de tutelle qui réunit une commission pour étudier ces comptes-là. En fait, c'est la reddition des comptes sur le plan financier qui impose à tout ordonnateur, que ce soit au Bénin, dans tous les pays du monde, d'adresser au niveau des collectivités territoriales. C'est le préfet qui reçoit ça. Ailleurs, c'est la Chambre des comptes de la Cour suprême qui reçoit ça. Donc, un point de tout ce qui a été autorisé, de tout ce qui a été dépensé. Maintenant, parce que le budget étant un acte de prévision, le maire qui l'exécute a les chiffres définitifs. C'est-à-dire, le conseil municipal de Porto-Novo a autorisé le maire
de Porte-Novo a engagé des dépenses au nom de la commune, mais c'était des prévisions au départ. Donc, à la fin de l'exercice, la commune, le maire, jusqu'au 31 juillet, je crois, de l'année qui suit, pour retracer maintenant la vérité des chiffres. Et là, le compte administratif, à la différence du budget, donne la réalité des dépenses. Donc ça, on ne peut pas l'examiner sans le compte de gestion qui est dressé maintenant par le comptable. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais normalement, dans la pratique, au niveau du Bénin, on ne peut pas examiner le compte administratif sans le compte de gestion. Et je crois que le receveur-percepteur qui est suspendu pour le dossier que vous évoquez en introduction a été récusé. Le tribunal lui a interdit de s'approcher de la recette-perception, de toucher aux documents. C'est certainement une mesure conservatoire, le temps que l'enquête soit achevée. Vous pensez que l'autorité a été prise à son propre piège? Il n'aurait pas dû envoyer le compte comme il l'a fait? Le maire n'aurait pas dû l'envoyer. Le préfet n'aurait pas dû le faire examiner. Donc, je ne comprends pas qu'on puisse s'amuser comme ça avec des documents aussi sérieux. C'est-à-dire, la loi est claire. Si vous voulez, je vous lis l'article 53. Allez-y rapidement. Le compte administratif est d'abord voté par le conseil communal, puis accompagné du compte de gestion transmis à l'autorité de tutelle au plus tard 15 jours après le délai limite fixé pour son adoption par l'article 50 de la présente loi. Dans le mois qui suit la date de réception du compte administratif, l'autorité de tutelle, assistée des représentants du ministère chargé des Finances dans le département, doit donner son approbation. Donc, la procédure est biaisée. Ah oui, il est Kofi-Dia, vous suivez un nouveau cas de procédure mal ficelée. Qu'est-ce qu'il y a procédure? Pour moi, la décentralisation, elle est théorique. Au Bénin? Au Bénin, elle est théorique, elle n'est pas encore pratique. Parce que la décentralisation exige un certain nombre d'impératifs et un certain nombre de valeurs humaines pour mieux la conduire. Et une volonté politique à toute épreuve. Et là, nous ne sommes pas... Ce que vous évoquez me fait beaucoup rire, dans la mesure où c'est... Écoutez, dans la loi d'Aquilia, la faute la plus légère est prise en compte. Maintenant, cela suppose que ceux qui trouvent des fautes quelque part sont supposés être propres et nets. Je suis choqué, sinon surpris, de constater que depuis la rupture, c'est l'acharnement aux maires. Est-ce que cela voudra dire qu'avant la rupture, les maires qui occupaient leur poste n'avaient pas de mauvaise gestion, n'avaient pas commis de fautes légères ou de fautes lourdes, soit-elles? Vous ne faites pas l'apologie de la malgouvernance. Je ne fais pas l'apologie de la malgouvernance. Mais j'estime simplement que la manière dont on tente de conduire les procédures ces temps-ci justifie simplement que l'on voudrait avoir les maires uniquement rupturiens. Tout maire qui n'est pas d'accord avec l'idéal de la rupture, il faut forcément diligenter un audit, conduire l'audit dans un sens unilatéral et au besoin le destituer, à défaut le suspendre et aucune procédure n'est encore allée à la révocation. Monsieur, je n'ai pas fini. Non, je ne vous interromps pas, mais c'est important de poser la question. Sur certains cas de destitution ou de suspension, vous voulez, il s'est avéré que c'est vrai, on a eu affaire à des maires qui ne sont pas forcément en leader de sainteté avec le pouvoir. Mais dans le cas d'espèce, on sait très bien de quel bord est ce maire. Est-ce que cette analyse tient, à savoir que quand on ne parle pas le même langage que le pouvoir? Elle tient dans la mesure où on a vite fait de cibler un conseiller municipal pour sonner, pour donner, pour donner le top. Alors, lui, il a tenté déjà, il a essayé déjà, il a refusé le document dès l'abord et il a crié à haut sur le boudet, ce document-là n'est pas bon et cela ne rend pas compte. Le volet politique, on va l'apprécier tout à l'heure. Oui. Mais du point de vue de la décentralisation, est-ce que... Du point de vue de la décentralisation, cela montre que les maires ne sont pas indépendants. Ils ne sont pas indépendants. Et
la pression de l'autorité les empêche aujourd'hui de jouir, ou de jouir des prérogatives que leur laisse la décentralisation. Si nous avons des maires diminuées, si nous avons des maires terrorisés, comment la décentralisation peut tenir? C'est pourquoi j'affirme sans conférer qu'à ce jour, la décentralisation n'est pas encore effective au Bénin. Elle n'est que théorique. Il y a quelques années, on a vu nombre d'experts, aussi bien béninois qu'étrangers, saluer les pas que le Bénin posait fièrement dans le sens des acquis de la décentralisation. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard des faits que le Bénin vit, il faut conclure que la décentralisation n'est pas encore effective au Bénin? Non, la décentralisation est très effective au Bénin depuis le 7 février 2003, où le premier conseil communal a été installé. Effectivité théorique. C'est l'effectivité théorique, il faut préciser. Je vais vous expliquer. Je vais démontrer ce que je dis. Nous avons régulièrement, avec quelques décalages par rapport aux dernières élections communales, municipales et locales, nous avons régulièrement des élections. Nous sommes à la 3e mandature. Les institutions sont en place. Il y a une vie locale qui existe. Il y a une dynamique locale qui existe au Bénin. Plusieurs pays de la sous-région sont venus s'inspirer de notre projet de décentralisation, projet de loi. Nous avons un système de décentralisation extrêmement pertinent. Nous n'avons pas créé 200, 500 collectivités territoriales. Nous avons créé 77 communes qui ont pris la place des circonscriptions urbaines et des sous-préfectures, donc qui sont nées avec un minimum d'infrastructures et de ressources. Maintenant, nous avons l'apprentissage de la décentralisation. Donc c'est là que le problème se pose. La décentralisation est un processus. C'est un processus et chaque régime qui vient donne son coup de pouce. Je peux le dire. Le coup de pouce qui est en train d'être donné, qui pose problème. Je peux le dire aujourd'hui. Le président Boni Yayi, vers la fin de son mandat, a compris que sans la décentralisation, tout ce qu'il faisait au niveau central n'allait pas porter. Parce que aucun développement ne peut venir d'en haut. Le régime actuel ne l'a pas encore compris. Impulser à la base. Le développement doit venir à la base. Maintenant, au niveau de ce régime, je l'ai dit plusieurs fois, j'ai fait des communiqués au niveau de la fondation Le Municipal. Je n'approuve pas le vent de destitution qui a cours actuellement. Si à chaque changement de régime, on doit remettre en cause l'ordre institutionnel au niveau des collectivités territoriales, tous les 5 ans, nous allons alors reculer. Mais est-ce une volonté manifeste de mal faire ou plutôt un problème qui se pose au niveau de la cohésion et de la coordination des actions, à savoir le préfet, le profil idéal, le ministre en charge de la décentralisation, le profil idéal pour pouvoir conduire vraiment la décentralisation dans son esprit? Non, il y a que lorsque un nouveau régime vient en place. Vous savez, le maire, il est autorité administrative, mais aussi politique. On dit d'abord même politique avant de dire administratif. Donc, le maire doit savoir qu'il y a une dimension politique de ses responsabilités. Et tout président de la République qui vient a tendance à vouloir contrôler un peu les pouvoirs locaux. C'est normal. Maintenant, au niveau des collectivités territoriales, qu'est-ce qu'on observe? On observe une méconnaissance des principes de base de la décentralisation. On observe ces élus-là ne comprennent pas ce qu'on appelle destitution. Ils ne comprennent pas ce qu'on appelle faute lourde, révocation et autres là. Donc, nous sommes dans un contexte où la décentralisation est fragile. Le pouvoir qui est là aujourd'hui, dans la forme, est nuisible à la décentralisation, mais dans le fond, c'est un pouvoir qui a planifié un certain nombre de choses par rapport aux collectivités territoriales. Si vous prenez le programme d'action du gouvernement, vous verrez qu'il y a des actions qui ont des ancrages au niveau des territoires, au niveau des collectivités territoriales. Mais dans la forme, surtout à Cotonou, entre le préfet du littoral et le maire de Cotonou, la tutelle n'a pas du tout été apaisée. Mais ne généralisons pas le cas de Cotonou à 77 communes.
vous regardez dans les autres communes, la tutelle est bel et bien apaisée. Les préfets appellent les maires, discutent. Le problème se pose singulièrement au niveau des villes à statut particulier? Non, à Parakou, il n'y a pas de problème. À Porto-Novo, il n'y a pas de problème. À Parakou, ce n'était pas... L'actuel maire n'était pas là. Non. L'actuel maire n'était pas là. À Parakou, parce que pas Parakou a commencé. Il y a eu destitution d'un maire. Et si vous regardez bien l'article 54 de la loi 97-029 portant organisation des communes en République du Bénin, il faut 2 conditions. Il faut l'une des 2 conditions pour faire une destitution. Et je l'ai dit sur une émission, la destitution à Parakou est un cas d'école. Un cas d'école. On ne va pas y revenir, mais dans le cas d'espèce de la ville capitale Porto-Novo, à quoi peut-on s'attendre dans les tout prochains jours? La décision a été prise, le vin, il paraît, est consommé. Il faut le voir où? Non. Je ne crois même pas qu'il y ait eu décision. Je crois que ce qui s'est passé au niveau de la préfecture de Porto-Novo, c'est qu'ils se sont retrouvés dans l'impossibilité d'examiner le compte administratif. Ils ne peuvent même pas examiner le compte administratif sans le compte de gestion. C'est impossible. Mais il y a un certain nombre de points qui ont été soulevés. Je cite par exemple au passage, le compte administratif est soumis à l'appréciation de la tutelle n'est pas élaboré à partir du logiciel dédié à cet exercice, alors que toutes les autres communes ont sorti les leurs de leur logiciel. Ça fait un grief parmi tant d'autres. Je poursuis rapidement avant de vous laisser la parole. Des dépenses de l'année seraient dissimulées dans un tableau de dette sans que cela n'apparaisse nulle part dans le compte administratif. Une pratique qui, selon les commissaires, est de nature à voiler les dépassements budgétaires en violation de l'autorisation du Conseil. Vous savez, ce que vous êtes en train de dire là, oui. Si c'est vrai, le maire de Porto-Novo sera très facilement suspendu et révoqué dans les jours à venir. Mais pour apprécier si c'est vrai ce qui a été dit là, il faut que le comptable, c'est-à-dire le maire, a une responsabilité d'ordonnateur. Il demande au comptable, je vais acheter un bic. Ce n'est pas le maire qui organise le paiement, mais le comptable organise le paiement. Donc le comptable doit dresser la liste en fonction des recettes disponibles. Donc ici, nous sommes dans un cas où le maire, peut-être qu'il a eu peur, comme il y a un délai pour introduire le compte administratif et le compte de gestion à l'autorité de tutelle, parce que la loi fixe un délai pour que le conseil vote, et 1 mois après, le maire est tenu d'envoyer. Mais dans ces cas, qu'est-ce qui se passe normalement dans les préfectures? Le préfet dit, OK, vous avez respecté la loi, mais je vous retourne votre document parce que je ne peux pas l'examiner sans le compte de gestion. C'est comme on a une ONG. Moi, je suis l'ordonnateur. Vous êtes le comptable. C'est vous qui avez exécuté les dépenses. Moi, je fais un point au niveau des dépenses que j'ai ordonnancées, j'ai demandé de payer. Mais sans votre compte de gestion, on ne peut même pas comprendre ce que j'ai. Vous ne donnez pas l'info d'espoir au maire. Non. Moi, je dis ce qui est dans la loi. Le maire, s'il a osé, parce que notre décentralisation est bien réglée, le conseil communal ou municipal délibère, c'est-à-dire autorise, et le maire exécute. Le maire n'est qu'un exécutant. S'il dépasse une ligne de crédit qui a été ouverte par le conseil, il sera suspendu. Il est vous avez suivi ces griefs portés à l'endroit du maire? Sa démonstration de l'effectivité de la décentralisation n'est pas pertinente. Mais ce n'est pas ça qui est... La décentralisation construit des centres de santé, des salles de classe, des pistes rurales. Les gens s'organisent. Il ne faut pas décourager la dynamique naissante dans les collectivités territoriales. Il y a des gens qui se battent tous les jours. J'ai participé à l'évaluation d'un programme dans 1000 villages du Bénin, où c'est les populations même
qui contribuent. On appelle ça développement conduit par les communautés. C'est les populations même qui apportent la salle de classe qu'on aurait pu construire si c'était le ministère. Donc vous approuvez à 10 millions. Les gens sont arrivés à construire ces salles de classe à 3-4 millions. Il n'y a pas de décentralisation lorsque le maire est imposé ou lorsque le maire doit forcément... Tous les maires du Bénin ont été élus par le conseil communal. Non, élu est devenu imposé, ce n'est plus la décentralisation. Ils ont été élus. Nous n'avons pas la même lecture de la décentralisation. Clairement élus par le conseil communal ou municipal. C'est vrai que je déplore les 6 destitutions qui ont suivi l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon et je demande, et je l'ai fait dans un communiqué, je demande au gouvernement de corser la procédure pour destituer un maire. Parce qu'un maire, ce n'est pas quelqu'un... Vous parlez de pression, j'ai à peine commencé, je n'ai même pas fini. Du pouvoir en place. Mais et les chantages quotidiens... Et Franck Névo, on le laisse poursuivre son développement. Allez-y, il est Kofidja, vous avez la parole. Vous me faites passer à un aphorisme juridique qui dit « Iura vigilantibus non domientis prostut ». C'est-à-dire que les droits... Et pour moi-même. Les droits profitent aux éveillés et non aux endormis. Ouais. Donc, les maires là, qui sont là, qui ne sont pas éveillés, qui n'ont pas encore compris que voilà, c'est un nouveau système qui vient d'arriver. Je ne suis pas en odeur de sainteté avec le système. Il va falloir que je fasse les choses selon les règles de l'art. Puisqu'ils n'ont pas eu la présence d'esprit d'agir de la sorte, aujourd'hui, ils sont en difficulté. Ils sont en difficulté. Et laissez-moi vous dire, si aujourd'hui, on décide de diligenter un audit vis-à-vis des nouveaux maires, des maires rupturiens, vous allez me dire que jusqu'à ce jour, aucun d'eux a dit la gestion de tous ces maires est parfaite. Non, c'est faux. Ce que nous disons, les faits sont là, les faits sont têtus. On a un groupe politique aujourd'hui décidé à avoir les maires avec lui. Et lorsque vous n'êtes pas de ce clan, on fait tout ce que vous voulez décider comme argument. C'est des arguments fallacieux. Vous savez qu'il y a des institutions qui ont échoué. Levier de quoi, logiciel de je ne sais quoi, de je ne sais quoi. Que ça soit le logiciel de la mairie ou le logiciel de monsieur Emmanuel là. Je me suis donné la discipline de ne pas vous interrompre. Donc, laissez-moi conduire mon raisonnement et comme je l'entends. Parce que je ne suis pas là pour plaire à un système ni à un gouvernement, mais je suis là pour dire la vérité. Ce qui nous manque, la vérité. Il y a une volonté politique très flagrante et c'est désolant qu'à chaque système, on assiste aux mêmes choses. Alors qu'on a vu des gens qui se sont érigés en donneurs de leçons et même en plein débat ont estimé que nous sommes dans une république bananière. Mais ce que je vis aujourd'hui, elle est pire qu'une république bananière. Donc, cessons de voiler les choses en sortant les tests que même les maires ne maîtrisent pas. Parce que le langage juridique, c'est un langage particulier, c'est réservé aux spécialistes. Même les maires ne maîtrisent même pas ces thèmes-là. Il faut penser, leur donner la formation adéquate pour qu'ils cessent de tomber, ou pour qu'ils cessent de commettre ces genres de fautes. Donc, tout ce que nous disons ici, là, les maires ne maîtrisent pas, ils n'ont pas ce niveau d'études-là, ils n'ont reçu aucune formation. C'est une évidence. Le pouvoir, il a Kofidja a annoncé pour très bientôt une formation dans ce sens. Ça va certainement arriver. Mais en attendant, ça se poursuit. Les questions de destitution, de révocation, de suspension. Sur ce dossier, vous avez suivi aussi Franck Névo. Tout est parti d'un conseiller, mais élu UN, qui a donné d'abord l'alerte de ce qu'à la mairie de Porte-Nouveau, ça sent le roussi. Au début, personne n'a voulu l'entendre. Par la suite, vous avez suivi ce à quoi ça a donné lieu. Mais ça, c'est une donnée politique qu'on ne peut plus écarter. Mais beaucoup ne comprennent pas que dans une union qui ressemble au parfait amour, qu'il y a une dénonciation comme celle-là qui n'a pas pu être rapidement réglée. Donc, vous savez, j'ai suivi un peu la récrimination du conseiller à l'encontre du maire de Porte-Nouveau et j'aurais aimé que le maire puisse apporter des clarifications. Vous savez, la décentralisation, c'est 2 volets. Il y a le volet démocratie locale, il y a le volet développement à la base. Dans le volet démocratie locale, c'est qu'il doit y avoir un débat au niveau du conseil municipal. Même les minorités doivent être entendues, même si le PAD a, je crois c'est 20 et quelques, si le PAD a 99,99% des conseillers et qu'il y a un seul qui n'est pas du PAD, même un conseiller du PAD peut
lever la voix et dire ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Pourquoi? Parce que quand on décentralise, c'est pour garantir un pouvoir de proximité et donc qui est sous les regards des uns et des autres. À partir de ce moment, si vous acceptez d'être maire, vous n'êtes pas un ministre. Vous êtes quelqu'un qui coordonne l'ensemble des forces de la commune, de la localité. Donc s'il y a une voix discordante qui interpelle le maire, aussi solennellement que le conseiller l'a fait sur Soleil FM, il est normal. Je déplore que le maire n'ait pas apporté des réponses. Et aujourd'hui, on est obligé de tenir compte de ce que ce conseiller-là a dit. Simplement parce qu'on n'a pas eu le son de cloche du maire. Donc, à partir de ce moment, il faut que celui qui est maire, comme l'a dit Hélène tout à l'heure, celui qui est maire, la première chose, c'est de lire les textes de loi. S'il n'a pas le niveau pour comprendre les textes de loi, il peut demander à quelqu'un, à un juriste, à un praticien de la décentralisation, de lui expliquer. Parce que devant l'autorité de tutelle, il ne pourra pas dire « je ne savais pas que telle disposition existait ». Il va subir les rigueurs de la loi. C'est sûr. Franck Kenevo, ce qui s'est passé à Porto-Novo... Très rapidement, oui, le maire doit clarifier. Parce que moi, je ne conçois pas qu'un conseiller puisse porter des accusations de cette nature. Il l'a fait, il dit qu'il l'a fait en conseil, il l'a fait sur la place publique, relayé par plusieurs médias, et que le maire ne dise rien. Franck Kenevo, vous ne comprenez pas. Je suis tenté de dire que je suis aussi surpris par le fait que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas une première. Ce qui s'est passé à Porto-Novo, on peut dire, d'un certain point de vue, que c'est une première historique. On a eu, de par le passé, des scènes de mécontentement venant de plus d'une personne. Et souvent, ça finit par se calmer. Et cette fois-ci, la voix a été portée juste par une personne, et ça a donné ce résultat. Le cas de Porto-Novo est plutôt singulier, est particulier. Vous savez, depuis 2003, le PAD a un contrôle absolu sur la mairie de Porto-Novo. Le maire, c'est le président du PAD qui décide. C'est vrai, il a institué une règle tournante entre les deux ethnies majoritaires de la ville, mais il y a même des décisions qui sont prises dans son domicile. Et je me rappelle, j'ai fait un communiqué pour déplorer que le conseil municipal de Porto-Novo soit déplacé au domicile. C'est-à-dire, avant de venir en conseil, des conseillers se retrouvent chez le président du PAD et c'est sur la base de ce qu'ils ont retenu qu'eux viennent. Le maire prend des décisions, il est désapprouvé par le président du PAD qui n'est pas le maire, qui n'est pas conseiller et cette décision-là n'est pas appliquée. On va poursuivre sur ça, mais j'ai envie de demander à Hélène Kofidia, analyste politique, juriste, de se croire, est-ce à dire que pendant tout ce temps, comme le dit l'expert en décentralisation, la mairie de Porto-Novo n'a presque pas été dirigée par le maire, mais plutôt par le président du parti PRD. Oui, l'histoire qu'il rapporte est vraie. Pendant longtemps, c'était le monopole revenait au maître Adrien Ombedji qui imposait de motu proprio, de plein gré, celui qui sera maire. Mais aujourd'hui, il a estimé que ces gens-là, à un moment donné, lui tournent dos et il a laissé un peu, il a pris du recul par rapport au choix du maire de Cotonou. Et au choix du maire de Porto-Novo. Mais là n'est pas ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est que le pouvoir en place a changé maintenant de stratégie. C'est-à-dire, dans les autres institutions où on a assisté au mécontentement exprimé par une majorité des conseillers municipaux, cette fois-ci, comme le PAD est avec le pouvoir en place, et comme on ne sait pas comment on va fâcher le PAD, on a instrumentalisé un seul individu, et qui, pour moi, est en mission. C'est un rôle, c'est un personnage. Et il a réussi à le jouer. On est en matière politique. Et ils ont commis l'erreur monumentale de nous dire qu'ils vont utiliser la ruse, la rage. Ici, là, c'est la ruse. Ils sont tellement rusés qu'ils ont pu choisir le conseiller municipal, je ne veux pas le nommer, et qui constituait pour le maire lui-même un véritable talon d'Achille et qui a le vent en poupe, qui sait parler et qui peut
bien tapé du poing sur la table. Ils l'ont utilisé pour le déstabiliser. Et cette fois-ci, ils ont réussi. Juste pour montrer que c'est un individu, un quidam qui a constaté, et qui est spécialiste de la question, qui a constaté qu'il y a mal d'homme, il y a mauvaise gouvernance. Pas pour que les autres communaux et municipaux puissent montrer leur mécontentement pour que le patron puisse se fâcher après l'autorité en place. Donc, cette stratégie, elle est purement politique et elle a marché. Et c'est pourquoi je dis que les arguments qu'on tente de citer aujourd'hui pour louer au pilori le maire de Porto-Novo, que je ne connais ni d'air ni d'Adam, sont fallacieux. On peut, à cette allure-là, on trouvera à reprocher à tous les maires des 77 communes. Ça, ce sont vos propos. Mais Franck Kenevo, vous avez parlé d'une ère où le président du parti PRD avait toujours son mot à dire par rapport aux grandes décisions. Vous avez même passé un communiqué, on se le rappelle, comme si c'était hier. Est-ce qu'on peut dire, avec le nouveau départ, qui, comme on le dit, sonne comme une nouvelle ère, c'est aussi une nouvelle ère pour désormais le PRD? Vous savez, je ne suis pas sûr que la situation intervenue à la préfecture par rapport au compte administratif du maire soit vraiment liée aux déclarations du conseiller. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait eu examen de ce compte administratif. Je ne suis pas sûr. J'ai pratiqué beaucoup de préfectures. Je sais un peu comment ça fonctionne. Je serais surpris qu'on ait examiné ce compte administratif. Mais je ne suis pas le maire de Porto-Novo, je ne suis pas le préfet de l'OME. Chacune de ces autorités, en son temps, va clarifier la situation. Mais ce que je sais, c'est que lorsque vous êtes président d'un parti qui a quasiment le monopole politique d'une ville comme Porto-Novo, qui est en plus la capitale de notre pays, il faut établir des règles claires en interne. Parce que, vous savez, le PRD a la majorité absolue, écrasante au conseil municipal de Porto-Novo, peut-être à cause de la popularité d'Adrien Roumbédi. Cela lui donne des droits. Mais ces droits-là, il doit pouvoir les concilier avec les exigences de la décentralisation qui suppose, je l'ai dit tantôt, une démocratie locale. C'est-à-dire, la démocratie, ce n'est pas au sein du PRD qu'on doit la mener pour le compte de Porto-Novo, mais il doit avoir une vraie démocratie au sein du conseil municipal de Porto-Novo et au sein des forces vives de la commune de Porto-Novo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les différents niveaux, vous savez, il y a le niveau communal qui a l'autonomie financière, la personnalité juridique. Il y a le niveau arrondissement où il faut organiser la démocratie locale. Il y a le niveau quartier de ville et village où il faut organiser. Si le maire avait travaillé avec ces niveaux de démocratie locale, aujourd'hui, tout le monde aurait su s'il faut l'incriminer ou s'il faut le défendre. Et donc, l'absence d'une démocratie dans les collectivités territoriales, la première victime de cette absence, c'est le maire. C'est le maire qui, en son temps, quand il y a des problèmes, est livré lui seul. Lorsque le maire gère avec la population, tout le monde sait que le conseiller a parlé des rues qui ne sont pas désensablées. Si c'était géré avec la population, les gens auraient su, dis-nous telle rue, quelle est la rue qui n'a pas été désensablée? Non, on a suivi, voilà. Il y a le budget participatif qui permet même, avant que la mairie ne paye un service, que les populations bénéficiaires certifient. Ce sera aux administrés de prendre la défense. Et ils sont plus administrés. Voilà, du maire. Okay. Ils sont plus administrés. Ils sont des citoyens partenaires. Il y a un aspect aussi qu'on ne saurait occulter. Même obédience politique pour le préfet et pour le maire. N'est-ce pas la quête quand même d'une réelle démocratie et d'une volonté manifeste
de lutter contre l'impunité qui pousse à ce qu'on assiste au-delà de tout. Il peut y avoir des erreurs de procédure. Ça, ce n'est pas la quête d'une démocratie, c'est la quête d'une Vous cacophonie. reconnaissez Non, que, en ce qui concerne et le préfet et le maire, les maires ne devraient pas respirer à la hauteur ni du préfet, ni du pouvoir exécutif. Les maires doivent prendre connaissance des besoins de leur population, les exprimer et les passer en priorité, tout en gardant une certaine synergie entre ce que veut le pouvoir central, tout en ne s'écartant pas trop du pouvoir central. Mais demander aux maires d'être sur le même chemin que le préfet, ça c'est pas bien. Il ne faut pas tourner cette page. Oui, il va falloir la tourner. Parce que lorsque vous observez avec les yeux du poisson vivant les premières pages de la vie politique au Bénin, nous constatons que nous faisons un pas devant et deux derrière. Et nous avons estimé et souhaité, nous avons vu venir qu'avec ce régime, la page, elle sera fondamentalement belle. Et il faut qu'on le dise, il faut qu'on le décourage. Nous allons à reculons, ce n'est pas bien. Et il y a des priorités. Au lieu de ventiler le péage, il faut mettre en exécution le péage. Au lieu de destituer les maires, il faut leur faire toucher du doigt aux fautes que les uns et les autres ont commis, les remettre en condition de ne plus les commettre. On peut procéder ainsi. C'est d'ailleurs la meilleure manière de les avoir avec soi. Si ce n'est pas une guerre, ou si ce n'est pas une vengeance, ou si ce n'est pas une manière de les faire partir et d'avoir ces hommes-là. Ici, on est dans un État, on n'est pas dans une entreprise, on n'est pas dans une société où on peut seul décider de qui va rester ici, qui va rester ici, qui va rester ici. C'est le retour au népotisme. C'est le retour au népotisme ou au favoritisme, à des systèmes qui, mine de rien, font tordre le poids à la démocratie. C'est pourquoi je vous ai dit, on ne le voit pas venir, on ne le dit pas si fort. Moi, je ne vais pas habiller les mots. Nous ne sommes plus en démocratie, ou notre démocratie est en souffrance. C'est de la cacophonie. Peut-être, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est l'appel au respect des tests qui est brandi de part et d'autre. Lesquels tests qu'il faut d'abord expliquer d'abord au maire, comme il a dit. Le travail va certainement se faire, mais c'est progressivement. Franck Enevo, je disais tantôt, et le préfet et le maire appartiennent à la même chapelle politique. Et alors, quand on prend cette donnée, est-ce qu'il faut continuer par voir vraiment la même politique derrière ce qui est en train d'arriver au maire? Non, vous savez, le débat sur le rejet du compte administratif du maire de Porto-Novo, à mon avis, est un faux débat. Parce que le compte administratif du maire de Porto-Novo ne peut pas être examiné. Alors, qui a intérêt à agiter cela? Sans le compte de gestion. Qui a intérêt à agiter cela? Vous êtes aussi politique. Vous êtes aussi politique, Franck Enevo, sans langue de bois. Qui a intérêt à agiter cela? Je suis surpris. Si les autorités de la préfecture ont sorti les arguments que vous avez cités là, ils sont dans l'erreur. Ils ne sont pas du tout dans leur rôle. Pourquoi? Parce que leur rôle, c'est d'examiner le compte administratif en relation avec le compte de gestion. Vous n'avez pas le compte de gestion. Quel examen vous pouvez faire jusqu'à sortir ces récriminations? Donc, je leur demande, s'ils l'ont fait, de l'assumer pour que nous puissions en tirer les conséquences. S'ils ne l'ont pas fait, de rectifier l'information. Deuxième chose, que vous soyez, c'est-à-dire que vous soyez du même parti politique. On m'a même dit que le préfet et le maire sont des enfants très chouchoutés du boss. Qui, le boss? C'est qui le boss? Le président du PRD. Hein, ce sont des proches. Mais ça ne veut pas dire que le maire ne va pas exercer ses attributions de maire et le préfet ne va pas exercer ses attributions de préfet. Le préfet est là pour appuyer l'assistance conseil au maire. Le préfet est là pour le contrôle de l'égalité. Le préfet est là pour empêcher l'inertie au niveau de la mairie. Le préfet est là pour veiller à l'intérêt général. Le maire n'est pas le du préfet. Non. Il faut le marteler. Le maire n'est pas un subordonné hiérarchique du préfet, à 99%. Seulement... Non, ce n'est pas à 100%. Non, à 100%. Excusez-moi. Excusez-moi. Quand le maire exerce des attributions que l'État lui a déléguées,
la commune a 3 types d'attributions. Il y a des attributions propres. Quand le maire exerce ses attributions propres, il n'est que sous l'autorité du conseil municipal ou communal. Je suis d'accord. Quand le maire se retrouve dans les attributions déléguées ou les attributions partagées, c'est-à-dire exécution des lois et règlements, c'est-à-dire état civil et autres, il fonctionne comme un service déconcentré de l'État qui est sous les liens hiérarchiques du préfet. Et ça, c'est des attributions, c'est des compétences que l'État partage ou délègue à la commune. Et c'est secondaire. Le maire, lorsqu'on parle de maire, on le regarde d'abord et avant tout par rapport aux compétences propres de la commune. Ce qui se passe à la mairie de Porte-Nouveau, dites, ça restera-t-il sans impacter l'image du Parti du Renouveau démocratique, à votre avis? Vous savez, ce qui va impacter l'image du Parti Renouveau démocratique, le PRD, c'est l'inaction. C'est l'incapacité des maires qui sont positionnés par le PRD à la tête de Porte-Nouveau de ne pas satisfaire les besoins des populations de Porte-Nouveau. C'est la même chose dans les 77 communes. Vous savez, si vous devez conclure en même temps. On est déjà à la fin. Oui, quelques minutes seulement. Bon, mais je voudrais dire un certain nombre de choses avant de conclure. Allez-y rapidement. Je voudrais dire que la décentralisation, ce n'est pas contre le pouvoir central. C'est pour rendre le pouvoir central efficace. Voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, qui a démontré que il y a un certain nombre de choses que l'État aujourd'hui ne peut plus faire. L'État ne peut plus descendre pour ramasser les ordures, pour creuser des fourrages, pour construire des salles de classe et autres. Non. Donc, on a partagé les compétences aux collectivités territoriales en fonction de ce principe qui a fait que des pays comme l'Allemagne, des pays comme la Suisse aujourd'hui, même quand il y a crise internationale, ces pays-là sont toujours debout. Donc, si nous voulons un pays développé, un pays solide, nous devons investir dans la décentralisation. Il n'y a pas autre porte de sortie pour un pays faible comme le Bénin. Investir dans la décentralisation pour espérer voir le Bénin se développer. Ce sont là les conclusions de Franck Kenevo. Nous allons nous retourner très rapidement. J'ai pris le bout de votre phrase. Je donne la parole à Ile Koufidja pour son appréciation par rapport à l'image du PRD dans ce nouveau développement que connaît la crise au niveau de la mairie de Porte-Nouveau. Ensuite, votre conclusion. Oui, le PRD, à travers cette crise-là, qu'on le veuille ou non, se sent mal ou se sentira mal les jours à venir. Et cela dénote forcément d'un malaise qui était dans l'obscurité et qui commence par éclore. Mais cela dit, je trouve aberrant que le pouvoir central pense que pour mieux gérer la cité, il faut forcément avoir les mains avec soi. Et comme l'a dit l'autre, il s'agit de déstabiliser les grands électeurs, même si on est impopulaire, pour se faire réélire. Tout porte à croire que c'est la formule qui est en train d'être appliquée à ce jour. Et ça, c'est la mauvaise conception que l'on puisse avoir de la res publica. On retient de ce débat que gérer le pouvoir, c'est vouloir servir le pays. Et le seul moyen par lequel on peut y parvenir, c'est une volonté politique. 100% Bénin, mesdames, messieurs, bientôt conjugué au passé, Ile Koufidja. Sur ce plateau, Franck Kenevo, merci à vous, chers invités, d'avoir porté votre grain de sel à l'enrichissement de ce débat. Nous allons prendre à présent congé de vous, et ce sera sur cette pensée de l'écrivain et homme politique ivoirien très respectable et respecté, Bernard Dadier. Je cite, « Le soleil a beau luire, tant qu'il lui suit des misères, il ne réchauffe jamais les cœurs. » Les gouvernants, dans leur politique de développement, doivent savoir se soucier des plus déshérités et des plus pauvres. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité à nos programmes. À bientôt.